Bienvenue sur Keken, il est 6h25 et on va parler du rapport qualité-prix en horlogerie. Alors vous voulez une belle montre, mais en vérité, vous voulez une bonne montre. Vous cherchez pas la meilleure montre, vous cherchez la montre qui va vous donner le plus pour votre budget. Et ça fait toute la différence. Une montre à 10 000 € est probablement une très bonne montre, mais qui ne va pas vous offrir forcément le meilleur rapport qualité-prix. En revanche, une montre à 300 ou moins de 1 000 € est probablement perfectible, mais vous en offrira bien plus. Parce qu'il ne faut pas confondre la bonne montre, la montre chère et le bon rapport qualité-prix. Prenons deux exemples. La Orient Bambino, souvent citée comme une montre avec un excellent rapport qualité-prix. Ici, on est à moins de 300 €. Pour ce prix, vous avez un mouvement automatique, un vrai design, une marque historique. Elle n'est pas parfaite, mais vous retrouverez chaque euro investi dans cette pièce elle-même. De l'autre côté, vous avez la Speedmaster d'Omega, une montre bien connue des amateurs. Elle est une excellente montre, une meilleure montre que la Bambino évidemment, en tout point. Une meilleure fabrication, un meilleur mouvement, de meilleures finitions et une histoire incroyable. Mais son prix n'est pas forcément lié à ses qualités techniques. Parce que vous payez aussi le logo, le marketing, la conquête spatiale et sa popularité, sa désirabilité. La Speedmaster est une meilleure montre, mais la Bambino a un meilleur rapport qualité-prix. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour identifier une bonne montre ? À savoir si elle a un bon rapport qualité-prix. Alors ce que je vais vous donner là, c'est pas une vérité universelle, ce sont juste quelques trucs que moi j'utilise. Et ça ne retirera pas le fait qu'il faut étoffer votre culture horlogère. Si la marque est ancienne et si elle ne fait que des montres, c'est un bon signe. Si vous allez sur le site et que vous avez des informations du type quel est le mouvement à l'intérieur, quel est le type de verre, le type d'acier, l'étanchéité, mais surtout la précision de la montre. Si vous n'avez pas ces infos, c'est un vrai problème. Ce qui joue beaucoup dans le prix, c'est le mouvement. Notez qu'il peut y avoir de très bons mouvements quartz et de très mauvais mouvements mécaniques. Il peut y avoir des mouvements éprouvés qui sont considérés comme des tracteurs. Ce ne sont pas les meilleurs, mais ils sont tout à fait honorables. On pense aux mouvements japonais, le NH ou les Miyota. Ce sont de bons mouvements qui ont un très bon rapport qualité-prix de base. Après, si la marque qui emboîte le mouvement fait une montre à 1 000 €, là c'est un signal négatif. Bien sûr, il y a les mouvements suisses, ETA, Sellita, pour ne citer que, ce sont des mouvements assez répandus, ce sont des valeurs sûres. Et pour le coup, vous oscillerez autour des 1 000 €. Pour les producteurs de mouvements, vous allez avoir aussi différentes gammes. Vous allez avoir les entrées de gamme, les milieux de gamme, les hauts de gamme. À vous de vous renseigner à ce sujet. Et je pense notamment à Tissot pour le Powermatic 80, que vous allez retrouver sous un autre nom chez Hamilton par exemple, ou Mido, le groupe Swatch. En tout cas, chez Tissot, je sais qu'ils proposent deux versions de leur mouvement avec deux prix différents. Vous allez en avoir un avec un échappement en silicium. Donc c'est ça que vous allez payer la matière et la performance de l'échappement. Vous entendrez aussi parler des mouvements manufacture qui seront généralement plus chers parce que développés en interne, il y a des coûts de recherche et de développement, des coûts d'infrastructure, des coûts humains. Évidemment, ce sont des choses qui se payent. Vous allez avoir certains mouvements qui vont être certifiés. Notamment, vous entendrez parler de COSC. C'est la certification la plus connue qui va garantir à votre montre une précision de +6, -4. On va favoriser l'avance au retard. Et ça, évidemment, ça se paye parce que ça vous garantit tout de suite une bonne précision de votre montre. Mais notez qu'un mouvement produit en série, même d'entrée de gamme chez Sellita, votre horloger peut régler votre montre avec une précision extrêmement fine. Donc, si vous êtes sensible à ça, c'est comme la fréquence qui va garantir généralement la précision de votre montre, mais aussi la fluidité de l'aiguille sur le cadran. Ça peut se payer. Maintenant, moi, je pars du principe qu'on n'est pas à 1 ou 2 minutes près. Notez que pour les entrées de gamme, notamment les NH35, vous pouvez avoir jusqu'à 20 secondes par jour. Évidemment, vous allez avoir les complications qui vont se payer. À noter qu'un mouvement automatique, c'est déjà une complication. La date, c'est une complication. Une petite seconde, on n'y pense pas, mais c'est déjà
une complication. En fait, chaque module qui va être ajouté aux 3 aiguilles basiques manuelles, c'est une complication. Par exemple, les GMT qui vont tourner sur 24 heures, vous allez avoir les phases de lune, vous allez avoir, par exemple, les réserves de marche. Après, vous allez avoir des complications plus ou moins compliquées. Le chronomètre mécanique, ça coûte. Après, je vous passe les complications les plus prestigieuses du type tourbillon, calendrier perpétuel et autres. Restons dans un cadre. Ouais, il y a beaucoup trop à dire. Ça mériterait une vidéo en fait. Au niveau du boîtier aussi, il faut regarder l'étanchéité bien sûr. Plus vous allez avoir une montre étanche, plus ça va généralement se payer parce qu'il y a des séries de tests qui sont associés, des matériaux qui réagissent à la pression atmosphérique, des joints. Vous allez avoir des couronnes vissées. Voilà. Souvent, vous allez avoir entre 3 et 5 barres généralement sur les montres type dress, sur lesquelles vous n'allez pas avoir de luminescence, par exemple. Donc, c'est pas la fonction de la montre, c'est pas vraiment là-dessus qu'on doit la juger. Mais si vous voulez une daily, une montre unique pour un maximum de situations, au-dessus de 10 barres, on commence à avoir des montres étanches et évidemment, vous n'allez pas payer le même prix une qui sera à 10 barres, une à 20 barres ou à 30 barres ou plus. Ensuite, il y a les matériaux et les finitions. Le type d'acier 316L, le plus standard. Il peut y avoir un traitement de surface, du PVD, un plaquage en or ou un process qui le rend plus résistant. Il y a les niveaux de finition, l'alternance entre le poli, le brossé ou le satiné. Et si c'est bien fait, c'est un signe très positif sur le sérieux de cette montre. Il y a aussi les finitions du cadran. Est-ce que votre cadran a un effet type un soleillage ou un guillochage, à savoir si votre cadran est imprimé ou s'il a des index appliqués, s'il a ce qu'on appelle un cadran sandwich, s'il y a un réo. Bref, tout ça, ce sont des étapes de travail et de fabrication qui se payent. Regardez le jeu d'aiguille, le travail qu'il y a dessus et surtout si elle vous semble basique, parce que même des marques prestigieuses peuvent s'équiper en Chine et à bas coût sur un jeu d'aiguille. Et bien sûr, si c'est possible, et s'il y en a sur la montre en question, testez la luminescence. Ensuite, il y a le verre. Est-ce que nous sommes sur un verre en saphir ou simplement un verre minéral ou du plexi? Si on n'est pas sur du saphir et qu'on est à plus de 500 €, ça mérite une explication. Ensuite, dans les petits détails, regardez s'il y a des gravures. Souvent, au sommet de la couronne, il va y avoir le logo de la marque ou sur le fond de boîte. S'ils ont fait ça, c'est que c'est un signe positif. Si vous avez un bracelet en acier, s'il y a du jeu entre les maillons, s'il fait un bruit de proloque, c'est un problème. Si vos headlinks sont massifs et que c'est pas de la tôle pliée, c'est bon signe. Regardez aussi le fermoir, s'il est robuste. Ça se sent au toucher. En termes de petits détails qui font la différence, regardez s'il y a des micro-réglages. Et bien sûr, regardez si c'est un bracelet en cuir, si c'est du vrai cuir. Si dans la description du produit, il n'est pas indiqué le cuir, même si ça a l'air d'être du crocodile, c'est probablement pas du crocodile. Donc voilà pour mes tests et ce que je regarde quand j'étudie une montre. Maintenant, c'est évidemment pas une vérité absolue et je retire le coup de cœur esthétique parce que c'est très subjectif. Si vous adorez le design et qu'aucune autre montre ne vous fait cet effet, évidemment, achetez cette montre si le prix vous convient. Et pareil, j'ai envie de dire si vous êtes ultra sensible au storytelling de ce modèle. Si un artiste, votre sportif préféré porte cette montre, je suis personne pour juger ces critères-là. Donc le design, on va dire, et le storytelling reste un élément ultra important et qui peut vous faire basculer pour une montre qui peut-être ne sera pas au meilleur des rapports qualité-prix. Pour conclure, je vous ai fait une petite liste de montres que j'estime comme étant un bon rapport qualité-prix. On va commencer par les moins de 300 € avec Casio, la F91W. Un classique, bien sûr, toutes les G-Shock, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous ai aussi ajouté ici, c'est un peu plus touchy, il va falloir quand même se renseigner un petit peu, c'est la Seagull, une montre historique, chinoise, avec une histoire très intéressante. Mais attention où vous l'achetez, et attention aux différences qu'il peut y avoir sur le mouvement. Entre 300 et 1000 €, là on arrive dans des
prix qui me parlent et des montres qui commencent à être vraiment intéressantes. Je pense notamment à la Hamilton, Kaki, Field, manuelle ou automatique, peu importe. La Seiko Alpiniste, par exemple. Design incroyable, une montre qui m'a longtemps tenté. Et bien sûr la Tissot PRX, souvent citée si vous êtes un adepte du sport chic. Et dans cette liste, j'avais surtout envie d'ajouter une micro-brand. Alors là, les petites marques, il y a vraiment des petites pépites à aller dénicher. Et j'avais envie de vous parler de Trasca. Personnellement, c'est une marque que je regarde depuis longtemps. Et je pense même que je vais me prendre une de leurs montres, la Commuter, qui est très inspirée de la Rolex Oyster Perpetual, qui est à, je crois, plus de 6 000 euros. Ici, on est sur une montre à 600, en tout cas à moins de 700 euros. Et en termes de rapport qualité-prix, elle est incroyable. Entre 1000 et 3000 euros, évidemment, j'ai envie de citer la Oris Pointer Date, qui est une marque que j'affectionne particulièrement. La Longines Spirit, Longines sous-cotée, clairement. C'est une excellente montre, celle-ci en l'occurrence. Et puis Nomos, voilà, une marque que j'aime bien aussi, que ce soit la Tangente ou la Club. On est pas mal. Entre 3000 et 7000 euros, j'ai noté Grande Seiko. Même si je suis pas forcément client, forcé d'admettre qu'il y a un niveau de finition impressionnant. Et il y a quand même leurs mouvements qui sont sacrément bons. Que ce soit leur mouvement Spring Drive, même leur mouvement Quartz. On est sur du très haut de gamme. On a la Tudor Black Bay par exemple. Excellente montre, un très bon rapport qualité-prix, belle histoire, affiliation avec Rolex. C'est go. Et j'ai ajouté au dernier moment, moi j'ai envie de mettre Panerai à ce niveau-là, notamment la Luminor, incroyable. Voilà, énorme histoire, bref. Donc voilà, toutes les montres que je viens vous citer, pour moi ce sont de bons rapports qualité-prix. Et évidemment je mets un carton jaune à certains modèles de Rolex ou d'Omega, pour ne citer que, parce qu'à plus de 8000 euros, il y a débat. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le temps passant vous soit favorable, et à la prochaine.